Eh bien, cher public, bien le bonjour. Alexis, bien le bonjour. William, avec grand plaisir. Bien le bonjour, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. On va se platoniser aujourd'hui. Platonisons, absolument. Platonisons. Alors, mon cher Alexis, je suis très content que tu sois là encore parce que quand j'ai un problème de machine à laver, j'appelle un réparateur de machine à laver, et quand j'ai besoin d'avoir des renseignements sur l'histoire, j'appelle un historien, donc je suis ravi. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je le précise. Donc, ce cher Platon, est-ce qu'on est sûr et certain qu'il ait existé, ce monsieur? Oui, assez largement. C'est un personnage, donc c'est un personnage grec, c'est un philosophe grec de la fin du 5e, début du 4e siècle, milieu du 4e siècle, dont on a des vies et des sources assez nombreuses. Donc, on est assez sûr qu'il Mmh. existait, même si on n'a pas, par exemple, d'écrit directement de sa main, ni qu'on ait retrouvé sa maison, Mmh mh. sa tombe, etc. Ce qui, pour un personnage de l'Antiquité, est complètement normal, très logique, parce que, on va en parler, je pense, après, la question de la conservation des sources, ou de la Mmh. recopie des sources, est évidemment quelque chose de compliqué. À l'époque, quand on écrit sur ce qui ressemblerait à du papier aujourd'hui, évidemment qui n'est pas du papier de l'époque, hein, on écrit sur du papyrus, et le papyrus c'est quelque chose d'assez Mmh fragile, mh mh. qui va petit à petit être remplacé par le parchemin, pour plein de raisons, qui est plus solide, mais évidemment les écrits en papyrus très anciens, si on n'a pas des conditions exceptionnelles de conservation, on les perd. Donc évidemment, ça explique pourquoi on n'a pas ces écrits. Et les premiers écrits qu'on a de Platon, ce sont des copies de l'époque byzantine, qui datent plutôt du 8e, 9e, 10e siècle, hein, Mmh. donc évidemment qui sont plus tardives, mais dont on sait qu'elles sont d'époque grecque, parce qu'on en a fait ce qu'on appelle l'analyse interne, c'est-à-dire que on sait par exemple que l'écriture, les mots, les tournures de phrases sont celles de la Grèce du 4e, 5e, 5e 4e siècle avant notre ère. Donc toutes ces sources sont pas des sources directes, si j'ose dire, c'est plutôt des sources indirectes, des Alors, recopies de ces écrits ou d'écrits qui parlent de Platon, parce que c'est ça l'important aussi, parce qu'il y a ces écrits, mais aussi les écrits qui parlent de ce monsieur. absolument, on a tous les écrits de Platon que l'on a conservés aujourd'hui sont des recopies, dans lequel on fait ce qu'on appelle un stéma, je vais y revenir pour expliquer ce que c'est avant, et toutes les sources qui parlent de Platon, directement ou indirectement, sont également des recopies. D'accord. C'est le cas, enfin, il faut le dire que, sauf rares exceptions, très rares, c'est le cas de quasiment toutes les sources Mmh antiques, mh mh mh. parce que la conservation de ces textes sont très anciennes, donc soit le matériau s'est conservé parce que, par exemple, c'est écrit sur la pierre, Mmh mh. évidemment, ce qu'on appelle les inscriptions lapidaires, ça évidemment, l'épigraphie s'est conservée, soit c'est écrit sur des tablettes d'argile qui ont été conservées parce qu'elles ont été chauffées, la même chose, c'est des cas particuliers, soit c'est écrit effectivement sur papyrus ou parchemin, dont les conditions de conservation ont été exceptionnelles et nous ont permis de parvenir jusqu'à nous. Sinon, c'est des copies, mais il faut savoir qu'à l'époque antique, on copie, on recopie de manière permanente, et si un texte est jugé important, il est copié en plusieurs exemplaires pour être diffusé, et il est cité. Voilà. Donc Mmh. c'est assez classique. Ouais, surtout il était quand même enseignant, Platon, donc je suppose qu'il y a eu des copies de son travail qui a été fait et distribué au moins à ses élèves et à d'autres, à ses pairs peut-être? Absolument, il y a ces copies qui sont de son vivant déjà diffusées, et dont on sait qu'elles atteignent évidemment les Grecs de son époque, parce que Platon, dès son époque, dès son vivant, considéré comme un personnage, comme un savant, comme un philosophe important, donc elles sont copiées, et qui vont ensuite se continuer, se perdurer, parce que la philosophie de Platon, la philosophie Mmh. platonicienne, va rester une des philosophies importantes de toute l'Antiquité, et va perdurer par la suite, avec des modifications. Donc ce qu'on appelle le platonicien, le Mmh. médio-platonicien, le néo-platonicien, il y a une évolution importante. Donc évidemment, pour s'appuyer sur la philosophie de Platon, il vaut mieux avoir ces textes. Mmh. Donc ça, c'est déjà une chose importante qui explique pourquoi ils sont copiés, et ils sont copiés, encore une fois, pendant l'époque romaine et byzantine. C'est-à-dire Mmh. qu'on a notamment des auteurs latins qui citent Platon. Mmh. Donc évidemment, ça nous permet de voir qu'ils ont eu accès à ces textes, et qu'eux également ont été copiés. Et puis, il ne faut pas oublier que Platon et les philosophes de son époque ont créé plus ou moins des institutions pour donner leur enseignement,
et le faire perdurer. Donc Mmh. ces institutions ont maintenu effectivement les textes de Platon. Donc on a, encore une fois, ce qu'on appelle un stéma, c'est-à-dire une succession de copies dans lequel on sait que ces textes sont les textes Mmh. de Platon. Et comme on a du 8e, 9e, 10e siècle plusieurs manuscrits, eh bien on les recoupe pour comprendre quel Mmh. était le manuscrit idéal. C'est le travail que l'on fait en histoire, hein, Mmh. Mmh. avec des sources. Hein, on les recoupe, on en fait ce qu'on appelle une édition critique, et cette édition critique, c'est ce qu'on a aujourd'hui de ces textes-là. Alors, Mmh. on n'a pas tous les textes, on a perdu un certain nombre, mais un autre avantage que l'on a, c'est qu'on a des listes de textes de Platon. On sait que Mmh. Platon, il a écrit cette liste de textes-là, donc on sait qu'on connaît aussi un peu les trous. Mmh. Tu disais savant, donc on peut considérer Platon plutôt comme un savant, plutôt qu'un scientifique. Enfin, déjà les têtes pensantes de l'époque, parce qu'il n'y a pas que Platon. Hein, donc on peut considérer aujourd'hui comme des savants ou comme des scientifiques. Alors, lui se nomme philosophe, c'est le terme qu'il emploie, hein, il fait de la métaphysique, ce qui est au-dessus de la physique, hein, notamment, pas que, mais on parle plutôt de savant, parce que pour parler de scientifique, il faut une méthode scientifique. Mmh. Or, les philosophes du 5e et du 4e siècle grec, ils appliquent des méthodes qui leur sont propres, mais c'est pas encore la méthode Ouais, scientifique c'est telle ça. qu'on la connaît aujourd'hui. Ils mettent des éléments qui restent des éléments dont on sert en science, l'observation des phénomènes, Mmh. etc., et leur explication, mais leur système d'explication n'est pas la manière dont on le fait aujourd'hui Mmh. en science, à savoir l'analyse, l'observation, l'analyse, et soit la reproduction, soit la théorisation, soit l'étude de ces phénomènes. Bon. Mmh. Donc, je pense que le terme de savant est plus approprié pour parler de Platon que de scientifique. En général, euh, en histoire des sciences, on commence à parler de scientifique à partir du XVIIe siècle. Voilà, Mmh. donc c'est assez tardif. Hein, voilà. Mais la méthode scientifique commence à se mettre en place à ce moment-là. Donc savant, ça paraît un terme Mmh. bien approprié. Mais en général, on en parle de philosophe. Hein, on parle de lui de philosophe. Et Platon est plus étudié en philosophie, par exemple, qu'il est étudié dans le reste des sciences. Mmh. Quel est le contexte géopolitique de l'époque? Dans quel monde naît Platon et dans quel monde évolue Platon? Alors, c'est très très bien que tu parles de géopolitique, parce qu'on peut parler vraiment de géopolitique. Platon est un Athénien, donc il vient de la cité d'Athènes, donc dans ce qui est la Grèce. Mais la Grèce, c'est pas un État. La Grèce, c'est des séries de cités-États, Mmh. plus ou moins grands, soit qui sont dans la Grèce actuelle euh, et en partie dans l'Asie mineure, ce qui est la Turquie actuelle, et un peu au-delà, soit plus loin, et Platon connaît ces cités plus lointaines également, dans ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire en fait le sud de l'Italie, voire la Sicile, hein, Mmh. qui ont des colonies grecques, c'est-à-dire des cités qui ont été formées par des colons grecs, hein, qui ont créé des épigones, des cités mères, enfin plutôt sœurs de cités Mmh. principales. Donc ça, c'est ça le monde dans lequel il est. Le monde grec est assez large. Il se définit essentiellement par l'usage de la même langue et des mêmes coutumes. Utilisons le terme de Mmh. coutume de manière très générale, pas forcément des mêmes systèmes politiques, et ça c'est important pour Ah. Platon évidemment, mais en tout cas des mêmes coutumes. Hein, voilà, ils parlent de la même manière. Ils ont grosso modo le même système religieux, hein, qui est chez les Grecs extrêmement variable, hein, qui est ce qu'on appelle une religion civique, c'est-à-dire que c'est pas une religion fondée essentiellement sur des croyances, mais sur des pratiques, sur des rituels. Et les Mmh. rituels des Grecs ont pour objectif d'unifier la cité autour, par exemple, d'un dieu ou d'une déesse polyade, c'est-à-dire d'un dieu ou d'une déesse de la cité. Athéna, Mmh. Attends, Athéna ouais. Polyade, pour utiliser le thème complet, c'est la déesse principale de la ville d'Athènes. Donc ça, c'est le monde grec dans lequel il est, et qui parle grec. Il y a quelques variations dans le grec, mais qui parle le grec, qui utilise à peu près les mêmes techniques économiques, en céramique, en construction. Donc ça, c'est assez proche, non? Et donc, en revanche, qui n'a pas le même système politique, on va y revenir. Platon évolue également dans un monde qui est celui de la fin et de la suite de la guerre dite du Péloponnèse. Donc c'est une guerre extrêmement importante qui oppose essentiellement la cité d'Athènes et ses alliés, ce qu'on appelle la Ligue de Délos, et la cité de Sparte et ses alliés. Et c'est une lutte pour l'hégémonie. Hégémon, c'est un terme grec qui veut dire en fait la suprématie. Mmh. Cette, cette, euh, cette, euh, euh, cette guerre se termine par la défaite d'Athènes, 404-403, hein, par la perte
par Athènes d'une grande partie de sa puissance, notamment sa flotte et ce qui défend la ville d'Athènes, hein, les murs, ce qu'on appelle notamment les longs murs qui relient la ville d'Athènes au port d'Athènes qui s'appelle le Pirée et qui permettait à Athènes d'être ravitaillée par mer sans être embêtée. Voilà. Et donc ce moment est très très important pour Platon, d'autant que la défaite d'Athènes, c'est aussi la défaite de la démocratie athénienne, puisque la démocratie athénienne est démantelée, une tyrannie se met en place, et qui va avoir des conséquences à partir des 100 puis des 30, et cette tyrannie va avoir un effet important, c'est qu'il va y avoir une répression très violente sur une partie des élites athéniennes, hein, et ça va beaucoup marquer Platon à ce moment-là. La démocratie est finalement rétablie par Thrasybule, et donc, par la suite, Platon va vivre dans une démocratie restaurée athénienne, mais qui n'a plus la puissance qu'avait Athènes à un moment. Et cette critique de la puissance, c'est un des éléments essentiels dans la vision d'Athènes. Voilà. Dernier élément sur son contexte géopolitique, hein, c'est aussi un moment où il existe donc des cités grecques en dehors de ce qu'est la Grèce actuelle, notamment en Sicile, et la Sicile c'est une région assez riche, et Platon va aller dans ces villes, hein, il va notamment aller à Syracuse relativement longtemps, donc il connaît également ces cités hors de la Grèce actuelle et les systèmes politiques qui sont sur place. Hein, voilà, ça c'est un élément qui est assez important pour Platon. Il connaît relativement bien le monde grec occidental, hein, celui de villes, encore une fois, comme Syracuse en Sicile, ou comme les villes autour de l'actuelle Naples en Italie du Sud. Ok. Et quel rapport du coup il avait avec l'État, enfin avec les dirigeants? Parce qu'un savant comme ça, il faut quand même qu'il ait quand même des appuis financiers. Enfin, faut ouvrir des écoles. Est-ce que on sait comment ça marchait un petit peu l'éducation à l'époque et quelle relation il avait directe avec les dirigeants? Alors, on sait comment elle fonctionnait, l'éducation, puisque les cités grecques, de manière générale, forment leurs citoyens. Pour être citoyen, il faut être formé, il faut passer par ce qu'on appelle l'agogé, par exemple, dans le monde athénien. Effectivement, il vaut mieux avoir des sponsors, hein, utilisons ce terme-là hein, pour l'époque, qui fonctionne assez bien, des gens qui vont le financer. Et on sait par exemple que Platon, lorsqu'il va à Syracuse, va effectivement bénéficier du soutien des dirigeants de Syracuse, hein, qui sont plutôt entre la monarchie et la tyrannie. Hein, on fera la différence des deux. Et donc ça, c'est le premier élément. Il va bénéficier de cette aide. Et quand il sera à Athènes, il va également bénéficier d'aide. On n'a pas tous les éléments en tête, mais il va bénéficier d'aide de certains de ses élèves qui ont un peu d'argent, qui ont un peu de moyens, hein, qui vont l'aider dans le fonctionnement de son éducation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il a un rapport essentiel à la politique, puisque un des centres de son œuvre, c'est justement une critique, au sens une analyse hein, des systèmes politiques qui existent dans la Grèce. Hein. En gros, il y a 3 grands systèmes vertueux, on va dire comme ça, hein, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, et puis il y a leurs dérivés, qui eux sont pas vertueux, par exemple, la monarchie, c'est la tyrannie, hein, l'aristocratie, c'est la plutocratie, hein, et la démocratie, c'est, on va dire, la démagogie, on va dire comme ça, c'est pas le terme que lui emploie, mais voilà, il va beaucoup analyser ces courants, et son œuvre centrale s'appelle La République, hein, donc les choses publiques, au sens latin du terme, hein, et c'est une analyse de ces systèmes-là qui est mise en place. Donc il a lui, un regard très important, très critique, sur le système politique de la Grèce en général, notamment d'Athènes, et il voit par exemple, il analyse, il estime que une des raisons de la défaite athénienne lors de la guerre du Péloponnèse, eh bien justement, c'est que la démocratie a été dévoyée par la démagogie, elle est devenue aux mains d'un certain nombre de démagogues, hein, et c'est pour ça que, eh bien, elle a pris des mauvaises décisions et elle a fini par perdre face à l'aristocratie spartiate. Évidemment, c'est là où le travail de l'historien est essentiel, c'est qu'évidemment, les textes de Platon parlent de l'époque de Platon, ce sont des sources sur l'époque de Platon, et donc évidemment, on va les croiser avec d'autres textes, et on voit, et en lisant les textes de Platon, on voit cette critique
de la démocratie telle qu'elle existe à Athènes. Il n'est pas le seul à le faire. Il y a plein d'auteurs qui ont ce regard en disant attention, les rhéteurs, les sophistes. Les rhéteurs, c'est ceux qui font la rhétorique. Les sophistes, c'est ceux qui font des raisonnements, qui sont très présents, notamment dans la démocratie athénienne. Eh bien, c'est eux qui ont entraîné la défaite d'Athènes, parce qu'ils ont entraîné la démocratie athénienne, dans une mauvaise direction, à prendre des décisions qui étaient contraires à l'intérêt de l'ensemble. Et lui a une vision plutôt pro-aristocratique. Voilà. D'accord. Mais on ne sait pas très bien comment Platon est considéré. Ce que l'on sait en revanche, notamment par ce qu'il fait lorsqu'il est à Syracuse et lorsqu'il est dans les milieux entre Dion et Denis, eh bien, qu'il a des soutiens à ce moment-là, donc il est apprécié. Alors, est-ce qu'il est apprécié Voilà. Est-ce qu'il est apprécié parce qu'il est un philosophe et que ces dirigeants qui sont des tyrans veulent dire oui, on est des tyrans, mais on est des tyrans sages? Ou est-ce qu'il est apprécié pour son œuvre par Dion et Denis? C'est difficile à dire. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il est apprécié dans les milieux savants, intellectuels athéniens, et qu'il a une aura suffisante, encore une fois, pour que ses œuvres soient conservées et soient conservées longtemps, et que l'écho de ce qu'il a écrit soit utilisé encore très largement dans tout le monde grec, romain, grec puis hellénistique, puis romain, pour faire les trois périodes, et que encore au Moyen-Âge, les écrits de Platon sont utilisés, et encore à la Renaissance, etc., et encore aujourd'hui. Donc on a quand même des indices suffisamment forts qui indiquent que il est suffisamment apprécié, suffisamment connu pour voir cette aura et avoir les moyens suffisants pour maintenir son enseignement. D'accord. Quel sujet abordait-il, Monsieur Platon, dans ses écrits? Alors, c'est un savant assez large. Il aborde plein de sujets différents qui sont à la fois la cosmogonie, l'observation du monde naturel, etc. Mais un de ses sujets principaux, c'est justement la politique, c'est la vie politique et l'analyse de la vie politique. C'est ça qui le met en avant. Après, les textes de Platon souvent touchent plusieurs sujets à la fois. Quand on prend les deux textes qu'on va traiter, le Timée et le Critias, il ne parle pas que de politique, il parle de politique, mais il aborde plein d'autres sujets de son époque. À l'époque, c'est comme ça qu'on envisage la philosophie. L'objectif de la philosophie, c'est d'expliquer les phénomènes du monde par une pensée qui est au-dessus des phénomènes physiques, naturels, métaphysiques, au-dessus de la physique. C'est ça qui est mis en avant. Et Socrate, on n'a pas décrit évidemment, mais Platon, Aristote notamment, et les philosophes de l'époque platonicienne ont cette vision-là, donc ils touchent avec la métaphysique des sujets assez larges. Donc j'ai lu pas mal de trucs de Platon et je me suis rendu compte qu'il écrivait beaucoup, enfin la plupart du temps, sous forme de dialogue. Oui, absolument. Le dialogue est une très bonne formule qui est employée. Elle permet de créer des personnages fictifs ou réels, mais à qui on donne une parole, qui vont créer des oppositions. Elles permettent également de créer des rapports maître-élève. Voilà. Et ça, évidemment, c'est très bien comme système. Probablement que Socrate met ça en place dès le départ, mais c'est une manière d'évoquer les philosophies, d'évoquer les phénomènes, en créant quelque chose de dynamique, de questions-réponses, et ce qui permet d'aller au bout des questions. Tiens, explique-moi ce phénomène-là. Oui. Ah oui, mais si ce phénomène ne fonctionne pas, comment ça va, etc. Donc c'est très bien pour tirer le fil. Est-ce qu'on sait si ce sont vraiment à l'origine des vrais dialogues ou des dialogues inventés par Platon pour formuler une idée? Lui, en tant que maître, à ses élèves ou à d'autres philosophes, c'est évident. Les dialogues, en revanche, sont évidemment pas la sténo, ce sont des dialogues qui sont créés. Et on le sait essentiellement parce que justement, il va utiliser des personnages fictifs ou réels, assez souvent réels, connus dans le nom. Ces personnages n'auraient pas pu se rencontrer. Non, c'est ça. Pour des questions chronologiques ou géographiques. Voilà. Donc, il utilise donc des figures. L'élève, le maître. Un des personnages qui est très employé par Platon, c'est Alcibiade.
Alcibiade, on le connaît par d'autres textes, notamment par Thucydide, hein, donc voilà le type de croisement que l'on fait de manière assez claire. Hein. Eh bien, Alcibiade, c'est un personnage que Platon n'a pas dû beaucoup voir, parce que Alcibiade, il s'exile d'Athènes en 415, après l'échec de la campagne de Sicile, et ensuite il se rend à Sparte. Voilà, donc ça paraît difficile qu'il il disparaît un peu des sources après, donc il est difficile qu'il l'ait rencontré. Pourtant, il est là. Voilà. Même chose pour Critias. Timée, par exemple, c'est un personnage qui sans doute a été inventé euh, comme, euh, comme personnage. Donc, l'écriture des dialogues est fictive, hein, mais est-ce que c'est issu de sa discussion avec d'autres, ou est-ce que c'est issu de sa réflexion propre? C'est un peu difficile à dire. Probablement les deux dans la construction, mais on ne connaît pas exactement le processus de construction de ces dialogues. En revanche, le dialogue est une forme assez classique dans la philosophie grecque pour exposer ses idées. Oui, il faut souligner que le dialogue reste un des moyens importants d'exposer des idées pendant très très longtemps. Hein. Galilée, lorsqu'il expose son système, donc au début du XVIIe siècle, hein, il le fait sous forme d'un dialogue entre un savant et un moine. Voilà, et c'est parce que le moine est tourné au ridicule, notamment, hein, que c'est assez mal vu par l'Église de Rome. Mais bon, le dialogue, c'est quelque chose qui est assez employé pour présenter des idées. J'ai fini avec mes petites questions sur Platon pour pas faire une vidéo trop longue. Je pense que là, on a déjà bien abordé le sujet. On traitera la prochaine fois spécialement de l'Atlantide et des écrits de Platon sur l'Atlantide, parce que ça fait couler encore beaucoup d'encre, ça gaspille encore beaucoup de gasoil, hein, parce qu'il y a encore des bateaux qui partent chercher dans l'océan cette Atlantide. Alors, on en reparlera parce que moi j'ai lu ces deux écrits, je suis un peu sidéré qu'on puisse aller chercher l'Atlantide et craquer des millions d'euros. J'arrive pas à comprendre, donc on en reparlera parce que c'est super intéressant comment cet écrit peut être transformé carrément en mythe surréaliste, en science-fiction. On y est presque. As-tu quelque chose à rajouter sur Monsieur Platon? Je donnerai en description, évidemment, les sources que l'on a sur Platon, hein, les éléments, voilà. La source la plus classique, hein, c'est un écrit d'un philosophe du IIe siècle qui s'appelle Apulée, hein, qui écrit une biographie. Mais par exemple, chez Plutarque, hein, Plutarque qui fait une vie de Dion de Sicile, donc un des tyrans chez qui Platon était, et bien Plutarque croise et parle de Platon. Donc c'est ce type de croisement. Donc je ferai un petit élément avec ces sources-là. Super. En plus d'une petite biographie sur le contexte historique, hein, qui est très important pour comprendre, quand on va aborder justement Atlantide, pour comprendre pourquoi ces textes-là tout à fait s'inscrivent à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils décrivent. Eh ben écoute, moi j'en ai fini avec cette petite vidéo, tu vois, petite vidéo. Eh ben c'est parfait. C'est pas beau la vie? Parfait, c'est parfait. C'est beau. C'est beau. Regarde, on est passé de 11 minutes seulement, c'est parfait. Cher public, à bientôt pour le numéro 2, Platon, le retour, l'Atlantide, à la recherche de l'Atlantide. Si vous avez quelques millions d'euros, j'ai envie d'appareiller un bateau pour aller chercher l'Atlantide, donc n'hésitez pas, j'ai mon Tipeee. Bizarrement, tu préfères plutôt de les Caraïbes, hein? Oui, oui, ça serait sympa. Ah, j'irai pas au pôle Nord. Ça, c'est sûr. Frileux comme je suis, c'est sûr. C'est ça. Bon, cher public. Tu cherches les Atlantides, pas étonnant. Cher public, à plus dans le bus. Monsieur Alexis, à bientôt dans le bateau, justement. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Au revoir, à bientôt. Ciao. Bonjour, vous avez ici le Cerbère, qui est un appareil qui n'a pas d'action visible, mais qui est remarquablement efficace. D'abord, on regarde le fait que c'est une croix. Pour les gens qui ont fait de la physique, voire de l'électronique ou simplement de l'électricité, si un courant passe ici, c'est un champ magnétique qui se développe, c'est ce qu'on décrirait comme étant le petit bonhomme d'Ampère. Deuxièmement, pour les gens dans la même situation, capables de comprendre, ça fait office de paratonnerre, tout comme par exemple la pointe, le sommet des églises, des mosquées, etc. Et l'intérêt de cet appareil, c'est de faire un échange entre les éléments du ciel et ceux de la terre, bien que ceux-ci soient non conducteurs.
c'est destiné à protéger des actions néfastes des énergies non harmonisées. Et j'ai testé cela sur moi à un moment où je croyais vraiment mourir prochainement à cause des désordres que j'avais perçus, qui me prenaient quasiment, qui m'ont pris pendant un mois, et avec l'efficacité de cet appareil étonnant, qui je pense est connu depuis très très longtemps, mais dont la théorie n'a pas été mise à jour, eh bien j'ai pu continuer à vivre pour vous en parler. Je ne sais pas quelle en est la théorie, mais je l'ai testé, c'est efficace, et donc je pense que ça n'est pas une dépense mais un investissement pour les personnes qui en auraient besoin.